dispose d'un potentiel agricole énorme, des terres fertiles, une grande diversité de matières premières et une population très jeune. Elle pourrait même devenir le premier grenier du monde. Pourtant, les pays africains n'ont jamais autant importé de denrées alimentaires qu'aujourd'hui. Du riz, du blé et même des produits issus de la transformation. L'Afrique aujourd'hui exporte la richesse, importe la pauvreté. Ce n'est pas acceptable. Comment stopper ce phénomène? Comment mieux produire localement? Mais surtout, comment inciter les populations à unir leurs forces pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? La question est de savoir si nous voulons le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. Car c'est bien de cela qu'il est question. En 2050, le continent comptera plus de 2 milliards d'habitants. Il y a donc urgence à trouver des solutions durables pour l'agriculture. Ici au Bénin, certains tentent de produire différemment en suivant les principes de l'agroécologie. Avec ça, tu peux faire des dizaines de nouveaux plants. Et après, tu replantes? Ouais, comme ça. D'autres encore tentent de revaloriser le métier d'agriculteur. C'est ce que je vous propose de découvrir à mes côtés. Je m'appelle Anna Ndiaye, je suis journaliste. Bienvenue au Bénin et bienvenue dans la ferme du futur. Dès mon arrivée, je décide d'aller poser une question à la jeune génération. Quelle vision les 18-25 ans ont-ils de l'agriculture aujourd'hui? L'université d'Abomey-Calavi accueille plus de 60 000 étudiants au sein de son campus. C'est donc l'endroit tout indiqué pour recueillir leurs avis. Quand je vous dis agriculture, à quoi vous pensez? Spontanément. Ça donne. Ok. Ça donne correctement. Agriculture, ça donne. Nous sommes l'espoir de demain. Parce que sans l'agronomie, on ne peut pas manger. C'est grâce à l'agriculture que ce pays peut vraiment se développer. Puisque nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas de pétrole. Selon la Banque mondiale, l'agriculture contribuerait pour 25% au PIB africain et emploierait plus de 60% de la population active. La jeunesse d'aujourd'hui a la vision dans le bureau, alors qu'au bureau là-bas, on est limité. Quand tu fais l'agronomie, tu finis, tu ne peux pas être au chômage. Il y a une notion que nous devons comprendre. Si tu dois acheter tout dans la vie, c'est que toi, tu sois éternellement pauvre. Si le métier d'agriculteur avait encore mauvaise presse pour certains il y a une dizaine d'années, la tendance semble s'inverser. Un secteur d'avenir donc, à condition de bénéficier d'une formation et d'un accompagnement adéquat. Quel type d'agriculture plébiscite-t-on aujourd'hui à l'université? Étrangement, c'est vers le département de géographie que l'on m'oriente. Un professeur charismatique, le docteur Ogouwale et son collègue, enseignent l'agriculture autrement depuis 6 ans déjà. Ce matin, ils animent un atelier et comme d'habitude, la salle est pleine. Ok, je voudrais savoir, ceux qui viennent d'un village comme moi, levez la main et vais voir. Voilà. Donc, nous avons affaire ici à des agriculteurs, n'est-ce pas? Donc, à des gens qui savent comment on peut utiliser l'environnement pour faire de la production agricole, n'est-ce pas? Chacun expose ses expériences de terrain, qui sont ensuite reprises et explicitées de manière plus académique par les professeurs. Est-ce que, docteur Nkane, vous pouvez nous entretenir une pratique agroécologique? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Merci. La vallée de Lomé, on dit de bouche à oreille que c'est la deuxième vallée la plus riche au monde après le Nil. Les paysans de cette partie de notre pays n'ont jamais fait recours à de l'engrais chimique pour avoir les rendements les meilleurs. Qu'est-ce qu'il y a comme élément fertilisant? C'est seulement ce que les eaux des crues annuelles apportent comme élément sur cette terre qui fertilise le sol. Merci. Ok. Merci beaucoup. Acclamez pour mon collègue. Le professeur Eloge, lui, fait le show pour marquer les esprits. Et je sais que vous savez que notre génération a besoin donc de l'agroécologie pour que nous puissions laisser une terre libre, propre, simple, viable à nos enfants. Vrai ou faux? Ceux qui pensent que c'est vrai n'ont qu'à faire comme ça. Wow, bon, c'est tout le monde. Donc, le Bénin est sauvé, l'Afrique est sauvée, le monde aussi est sauvé. Je vois ça comme ça. Un duo complémentaire qui attire de plus en plus d'étudiants. On est ensemble pour la durabilité environnementale grâce à l'agroécologie. Grâce à l'écologie.
Chaque année, ce sont 15 000 jeunes du département de géographie qui sont sensibilisés à l'agriculture durable. J'ai pu voir que vous arrivez quand même à soulever les foules. C'est une manière un peu originale d'enseigner. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai appris à faire, franchement, pour les galvaniser. Et j'ai compris qu'ils aiment ça aussi. Je leur montre d'abord qu'ils ont des capacités intrinsèques, que maintenant, moi, je suis venu en tant qu'accompagnateur pour qu'ils puissent élever leur potentiel. C'est aussi simple que ça. Merci beaucoup. Merci. Grâce à sa bonne humeur communicative, il instruit une jeunesse chaque jour plus consciente des enjeux agricoles du continent. On marche au pas de course. Mais une fois diplômé, à quoi aspirent ces étudiants? Alors déjà, moi j'adore votre t-shirt. Ma fac, j'en suis fière. Et vous envisagez de travailler un jour dans l'agriculture ou pas? Oui, exactement, il n'y a pas de problème. C'est parce que là-bas, je vois que c'est un domaine qui donne bien. Sans l'agriculture, rien ne mange. Rien ne mange. C'est un secteur principal. Merci Jean-Baptiste. C'est gentil. Les jeunes en licence ou master passent 1 an aux côtés du professeur Ogouwalé. 6 mois de théorie, 6 mois de pratique. Le professeur a même créé un programme expérimental sur le campus pour donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de renouer avec la terre. Souleymane, ancien élève de Loges, supervise aujourd'hui le site de maraîchage. Le produit du travail des étudiants est ensuite revendu à l'extérieur du campus. Et alors, qu'est-ce qu'on plante ici? Qu'est-ce qu'on produit? Ici, on produit un peu de tout, carottes, laitue, amaranth, grande morelle. Ok, super. Vos principaux clients, c'est qui? C'est d'abord les étudiants, les professeurs. On a aussi ceux qui vendent dans les grands marchés. Donc, eux, ils viennent acheter aussi en gros. Ok. Et ils vont revendre. Ah oui, donc vous produisez quand même une belle quantité. Ça représente... La superficie. Ça impacte aussi. Aujourd'hui, de plus en plus d'étudiants envisagent de produire des fruits et légumes bio. Qui sont ceux qui pensent investir dans la production maraîchère bio? C'est un vivier en fait ici quand même. Hein. Ouais. Ici, quand vous passez par notre incubateur, pour ainsi dire, vous ne chômez plus, vous devenez un citoyen, vous devenez un entrepreneur, vous devenez un innovateur, c'est de ça. Et vous allez voir. Je vous donne 5 ans pour venir ici encore. Je reviens dans 5 ans donc, et on en parle. Oui, le rendez-vous est pris. Acclamez pour elle, là. Et vous comprenez. Ce sont eux qui vont transformer le visage de l'Afrique. Euloge Ogouwalé, en pionnier de l'agroécologie, est incollable sur les acteurs qui œuvrent pour une agriculture différente. Il me parle d'un jeune économiste, Tanguy Nikobou, qui forme lui aussi d'autres jeunes aux techniques agricoles nouvelle génération. Je pars le rencontrer dans l'une de ses 5 fermes à 40 km de Cotonou. Aujourd'hui, c'est le lancement de l'Agro-Bootcamp, une formation intensive de 7 jours en agriculture biologique. Tanguy, le fondateur, m'accueille à l'entrée du camp. Bonjour Tanguy. Comment ça va? Mais ça va. Je suis ravie de te rencontrer. Ouais, c'est vrai. On peut se tutoyer? On peut se tutoyer, on ne pas. Tu es la bienvenue et à l'espace, donc voilà. Je suis ravie d'être là. Fais comme chez toi, comme on le dit en Afrique. Pas le temps de papoter, des participants venus du Bénin, du Togo et de la France sont déjà en train de s'installer. Bako, un jeune Guadeloupéen, a même fait le déplacement pour assister à la formation. Mon premier amour, en fait, c'est la terre et j'ai pas été formé là-dedans, donc je vais y revenir. Donc faire l'agriculture sur la terre du Bénin, pour moi, c'est toute la formation que j'ai besoin. Vous attendez encore combien de participants? Nous attendons environ une dizaine de participants. Encore? Oui, en plus? encore une dizaine de participants. Cette jeune femme a fait le voyage en voiture depuis le Niger. Plus de 20 heures de route. Sois la bienvenue chez nous. Merci. Donc tu prends ton badge. Là, tu sors tes affaires et on t'installe en même temps. La particularité du camp, c'est que tous les participants dorment sous des tentes pour être en cohésion totale avec la nature. Coût total de la formation, 25 000 francs CFA, hébergement et nourriture compris. Ok, soyez les bienvenus. Je suis Tanguy Nikobou.
Voilà, donc vous êtes sur l'une des fermes des Jardins de l'Espoir que j'ai avec mon associé Oula Femi Kochoni. Donc nous allons faire le petit circuit pour vous montrer un peu les différents compartiments du site. Les Jardins de l'Espoir, c'est une coopérative de 5 fermes, chacune gérée par de jeunes diplômés, pas forcément agronomes. Tanguy, par exemple, est économiste. Venez voir. Son associé, traducteur-interprète. Sur le camp, la règle de base, c'est limiter au maximum l'impact sur l'environnement. Bon, ici, c'est la cuisine. L'idée, on fait des foyers améliorés qui utilisent moins de bois. On utilise juste les brindilles. C'est-à-dire, on n'a pas à couper encore des branches d'arbres, mais il faut quand même adopter des comportements éco-responsables. Même combat pour les toilettes. Voilà, avec un décor. Ici, elles sont végétales, pour sensibiliser à la problématique de pénurie d'eau. Les matières fécales sont ensuite récupérées pour en faire du compost. Voilà, donc n'hésitez pas, faites caca toute la journée, même 3 fois, 4 fois, sans modération, je pense que ça va vous aider. Mais le but de ce camp, c'est aussi de créer un réseau d'agriculteurs soudés. Ok, ici, soyez les bienvenus. Alors, pour mettre tout le monde à l'aise, Tanguy mise sur l'humour. Plusieurs personnes sont passées par ici. Ils disent que ça permet d'allonger le pénis. Super. Quand la taille que tu veux là, c'est arrivé, tu le coupes. Et donc, si tu oublies de couper? Si tu oublies de couper, tu auras la... Tu vas devenir comme ça. Pour l'esprit d'équipe, ça semble gagné. Place maintenant aux travaux pratiques. La ferme de Tori s'étend sur 3 hectares et compte plus de 60 cultures différentes qui demandent un entretien quotidien. Le terrain d'entraînement idéal pour nos apprentis fermiers. Comment justement éviter d'utiliser les pesticides? Ce que nous faisons ici, c'est le binage. C'est-à-dire que les herbes, on les arrache à la main. En fait, l'objectif, comme je le disais, c'est non seulement enlever les mauvaises herbes, mais aussi aérer le sol. Vous voyez un peu? Les principes de l'agroécologie sont respectés. Ni pesticides, ni machines dans le jardin. Une fois qu'on va venir arroser, le contact avec le sol, même si c'est posé... Femi, l'associé de Tanguy, dit lui aussi des conseils, ici et là. Avec ça, tu peux faire des dizaines de plants, de nouveaux plants. Tu coupes. Ok, et après tu replantes? Voilà. Là, ici? Ouais, comme ça. Quand vous voyez tous ces futurs agriculteurs en herbe et cette ferme qui vit, ça vous rend fier? Ah oui, c'est pour ça que nous sommes les Jardins de l'Espoir. Ça donne encore espoir en fait à d'autres jeunes et qui s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Et voilà, ça fait notre fierté quelque part aussi. Voilà. J'utilise contre le palu. Tous s'utilisent contre le palu. Vous voyez là? Pour moi, c'est inspirant parce qu'on sent qu'ils ont pris leur temps pour comprendre d'abord la nature, comprendre comment l'écosystème fonctionne. C'est aussi dans cette optique que je suis, ne pas me lancer juste sans savoir comment ça fonctionne vraiment. C'est un parcours inspirant. Tanguy et Femi étaient considérés comme des fous il y a encore 5 ans. Si aujourd'hui leurs 5 fermes tournent à plein régime, les débuts ont été laborieux. Avec tes proches, comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre que ça avait quand même pas été facile les débuts. Ouais, au niveau familial, ça n'a pas été facile. Au niveau familial, j'étais mal perçu. Je prends l'exemple de mon petit frère. Il m'a croisé, je suis passé à la maison. Ah, grand frère, la première fois que j'ai vu tu plantais quelque chose là, j'ai vu tout sale, j'ai pleuré pendant 2 jours. Waouh! C'était quoi? C'était de la honte du coup? Ouais, c'était un peu de la honte. Du coup, je vais démontrer que voilà, c'est possible de vivre dans la terre. Voilà. L'agriculture était le premier métier de l'homme. Et le futur du monde sera encore l'agriculture. Et de voir qu'il y a des jeunes comme toi qui veulent se lancer dans la terre, ça te fait plaisir? Ça te touche? Ouais, ça me touche et je suis content. Parce qu'ici, on comprend que le message est passé. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui ont leur propre ferme, je pense que l'Afrique sera autosuffisante. Les 2 associés se sont formés seuls, grâce à Internet, en s'inspirant de méthodes ayant fait leurs preuves auprès d'agriculteurs indiens et colombiens. Depuis 2 ans, forts de leur expérience, ils forment à leur tour d'autres jeunes. Mais existe-t-il une formation agricole reconnue par l'État? La très réputée école de fermiers entrepreneurs Songhai fait parler d'elle dans toute l'Afrique depuis 30 ans. C'est ici, à Porto Novo, qu'est né le modèle Songhai.
l'œuvre du frère Godfrey Nzamoujo. Bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Ça va? Merci. Ok, c'est super. Merci d'être venu. Il y a 33 ans, ce scientifique nigérian fonde la toute première école agricole africaine, un projet visionnaire pour l'époque. Aujourd'hui, il existe plusieurs centres, au Bénin, au Nigeria, au Libéria et bientôt au Mali. Plus qu'une ferme-école, une philosophie. Songhai n'est pas un projet agricole, c'est un projet d'une société. Quand on regarde le monde aujourd'hui, le regard sur l'Afrique, c'est tellement négatif. L'Afrique aujourd'hui exporte la richesse, importe la pauvreté. On exporte le cacao, le café, le pétrole, mais les matières transformées, on amène en Afrique. Vous voyez? C'est ça la raison de notre... Le riz aussi. Le riz, la même chose. Ce n'est pas acceptable. Donc Songhai est construit pour renverser cette logique de pauvreté. Et on a passé d'une logique de pénurie à une logique d'abondance. Pour cela, il a converti toute une génération d'étudiants au respect de la nature et à un système d'agriculture intégré où rien ne se perd, mais tout se transforme. Les possibilités existent. C'est l'homme qui empêche la nature à travailler. Que si nous sommes vraiment des sages-femmes qui comprennent le rythme de la nature, on l'accompagne. On écoute. On écoute. On accompagne au lieu de s'opposer. C'est ça la solution aujourd'hui. Partager cette nouvelle. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se convertit, le monde est changé. Le message semble passer, car chaque année, 1600 étudiants en provenance du Bénin et du reste de l'Afrique sont formés au centre Songhai. Le pari, répliquer ensuite le modèle dans leur pays d'origine. Pour cela, la formation est basée essentiellement sur la pratique. On vient avant tout apprendre un métier. Élevage, culture de fruits et légumes et même boulangerie. Une étudiante s'est portée volontaire pour me servir de guide au sein du campus. Je retrouve Christelle à la section boulangerie-pâtisserie où elle travaille ce matin. Bonjour. Bonjour. Donc tout ça, là, c'est fait à partir des produits de la ferme? Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dans ce pain, on a eu à incorporer le curcuma. Le curcuma qui soigne les problèmes de tumeur. Les élèves confectionnent tous les pains et viennoiseries du campus. Une activité très méticuleuse. J'ai le droit de goûter un petit bout? Bien ou sûr, pas? allez-y. Oh. Bah c'est bon. C'est plutôt sucré. Pour les jeunes béninois comme Christelle, la scolarité est gratuite et les frais d'hébergement et de restauration sont entièrement pris en charge par l'école. En 2 ans et demi, elle sera formée à toutes les étapes du processus agricole et recevra un diplôme de technicienne reconnu par l'État. Je termine dans 3 mois. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est que j'aille m'installer sur ma ferme et appliquer ce que j'ai appris ici. Christelle s'est spécialisée dans la transformation agroalimentaire et cosmétique. À Songhai, on nous apprend à donner une valeur ajoutée à notre produit avant de le mettre sur le marché. D'accord. Et alors la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est le petit curcuma dont tu me parlais tout à l'heure. Exact. C'est-à-dire de le transformer, quoi. Il ne suffit pas seulement de produits. Tous les produits fabriqués par les étudiants sont directement vendus dans le supermarché du campus, dans une logique de circuit court. Ah ouais. Là, c'était le pain que nous étions en train de fabriquer là. Celui-ci, là? Oui, celui-ci. Ah oui, il y a même un petit emballage. C'est fait ici, ça? Oui, tout est fait ici. Et alors, qui vient acheter ici? Tout le monde. Ceux qui veulent des produits bio, histoire de manger sain. Effectivement, le magasin ne désemplit pas. Cette cliente vient faire ses courses ici depuis plus de 30 ans. Pourquoi vous Je venez viens ici? Parce que je sais que c'est du bio. Au moins, je sais ce que je mange. Je ne mange pas du n'importe quoi. Ils ont du beurre de karité de bonne qualité, qui est pur. J'achète du miel parce que le miel en Afrique, il est naturel et il est bon. C'est pas marqué bio, mais ça l'est. Ouais. C'est pas le faux bio comme on a chez nous en Europe, quoi. D'accord. Bon, voilà. Un magasin bien achalandé en produits bio. Fruits et légumes, savon, farine. Je vois qu'il y a des jus de fruits là aussi. Oui, des jus de fruits, des sirops. Christelle a contribué à la fabrication de la majorité de ses produits pendant ses 15 mois d'apprentissage. Donc tu as fait sirop d'ananas. Exactement. Si j'en achète un par exemple, c'est peut-être toi qui l'as fait. Qui le sait?
Et c'est des choses que tu n'avais jamais faites avant? Jamais. J'ai tout appris à Songhai. À Songhai, on nous apprend à être polyvalent. La polyvalence, la pierre angulaire du modèle éducatif Songhai. En fonction du planning, Christelle peut être affectée à différentes unités de production. Aux étangs de pisciculture, les élèves suivent tout le processus d'élevage des poissons. Christelle manipule désormais les poissons comme une professionnelle. Ah oui. Moi, je suis un peu moins à l'aise. Je suis pas super habituée. Les poissons sont ensuite directement acheminés au magasin pour y être vendus. 15 heures. La journée est loin d'être terminée. Christelle est convoquée au poulailler. Le chef de section a besoin de renfort. Il lui faut davantage d'électricité. Je me demande bien quel est le rapport. Donc là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? À l'intérieur, nous avons le fion de volaille qui est envoyé directement depuis notre poulailler. Chaque 2 jours, on le raclons. Ok. Et c'est ça que nous utilisons pour charger nos biodigesteurs. Ok. Et donc là encore, tous les élèves pratiquent cette activité aussi. Exactement, parce que la production du biogaz rentre dans le cadre de l'agriculture durable. Okay. Ouais. Je comprends mieux la formule « rien ne se perd, tout se transforme ». Les poulets d'élevage servent à la consommation personnelle et à la vente aux particuliers. Leurs fientes sont ensuite réutilisées pour produire de l'énergie. Ingénieux. Mais concrètement, comment ça marche? Les fientes de volaille sont d'abord mélangées à de la jacinthe d'eau afin d'accélérer le processus de création du gaz. Donc j'imagine que si un jour tu as ta propre ferme, tu utiliseras cette source d'énergie-là? Oui. Tout ça, ça nous aide à protéger la nature. En tout cas, si vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce que vous avez appris ici, c'est comme si vous êtes venu perdre votre temps, quoi. Tous les 2 jours, une tonne de fientes en moyenne est chargée dans les 3 digesteurs du centre, de grandes cuves en béton. Et il faut combien de temps pour obtenir du gaz? Donc, avec ce qu'on a chargé, déjà, demain matin, ça peut déjà commencer. D'accord. Le biogaz fabriqué sert non seulement à alimenter les points de cuisson, mais aussi tout le centre en électricité. La méthode est efficace. Oui, là, c'est le biogaz. Et ça alimente une pièce en éclairage? 2 mètres carrés. D'accord. Ça peut voir clair, sans même acheter un générateur. Ah oui, donc ça règle le problème des générateurs coûteux. Et si c'était cela, finalement, la ferme du futur? Un modèle agricole basé sur une gestion raisonnable et efficace des ressources, où chacun a de la valeur. Les hommes, les animaux, mais aussi les déchets. Je suis vraiment impressionnée par toutes les compétences acquises par Christelle en seulement 15 mois. Du haut de ses 21 ans, elle ferait presque figure d'exception. Sur 900 élèves béninois, on ne dénombre que 60 filles. Et alors j'ai vu que vous étiez quelques jeunes filles ici à étudier. Comment c'est perçu en fait par la famille? Au début, c'est difficile. Ouais. Ils te découragent d'abord. Mais quand toi-même tu as la passion pour ce que tu fais et du jour au lendemain, ils voient que tu as de l'évolution, tu commences par les épater, alors ils te soutiennent après. Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent devenir agricultrices en Afrique? Aujourd'hui, en Afrique, c'est difficile. Parce que pour eux, ce sont les hommes qui doivent travailler la terre. Avoir des filles passionnées dans l'agriculture, ce n'est pas un bon nombre quand même. Il y a beaucoup plus de femmes. Une fois sur le toit d'un homme, l'homme va leur donner à manger et tout ça là. Mais la vie d'aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Donc en fait, pas de regret d'avoir fait Songhai? Pas du tout. Pas du tout. Je peux te faire la bise? Oui, avec plaisir. Merci, Christelle. Christelle fait partie de cette nouvelle génération de fermiers pluridisciplinaires qui, une fois diplômés,
sont assurés d'exercer un métier immédiatement. Et pour certains, il s'agit d'une reconversion radicale. Une jeune diplomate de 29 ans, formée au centre pendant 6 mois, a renoncé aux hautes sphères de la fonction publique pour devenir agricultrice. C'est ici, sur la terre de ses parents, que Marlène s'est installée. Il y a 3 ans, cette intellectuelle a créé son entreprise, Les Jardins chez Marlène. Sa valeur ajoutée, c'est la livraison à domicile. Ce matin, elle prépare la commande hebdomadaire d'un client. Marlène? Oui, Anna, je suis là. Bonjour. Ça va? Ça va. Et toi? Ben, ça va, je suis bien arrivée. Je suis contente que tu sois là. Bon, ben alors là, tu es en plein travail. Oui, c'est pour des livraisons. Okay. Oui. Nous, c'est vraiment un choix parce qu'on veut être plus proche de la clientèle. C'est très important de pouvoir parler soi-même aux clients pour qu'ils sachent d'où viennent ces légumes. Et alors, quels sont les légumes que vos clients préfèrent? Sans hésiter, c'est la tomate et la carotte. C'est les best-sellers en tête de liste. Et puis, on essaie d'introduire de nouvelles choses, comme le manioc et la patate douce, par exemple, qu'on ne retrouverait pas forcément dans un jardin maraîcher commun. Parce que pour faire goûter. Pour faire goûter. L'idée, c'est vraiment que les gens aient la possibilité de varier l'alimentation. Il reste encore à récolter des feuilles de chou kale, un légume ancien que Marlène essaye de remettre au goût du jour. J'aime beaucoup insister sur les valeurs nutritives du chou kale. C'est vraiment comme un mélange de vitamines et de sels minéraux, calcium, bêta-carotène, potassium, magnésium, enfin tout ça. En seulement 3 ans, Marlène a transformé ce champ de brousse en une ferme d'1 hectare, fertile et verdoyante. Elle emploie 3 salariés et produit 3 tonnes de légumes par an. Mais elle reste encore une exception dans ce milieu agricole masculin. C'est rare d'avoir des femmes qui tiennent des exploitations agricoles? Oui. Et pour donner un exemple, j'ai reçu un stagiaire il avait le choix parmi tant d'autres sites pour faire son stage, mais il m'a avoué finalement que c'est parce que c'est une femme qui tient la ferme. C'était sa raison principale. Il voulait voir. Il voulait voir. Il n'y croyait pas. Je pense qu'il était assez impressionné. Bah oui. Le paradoxe, c'est que, par exemple, en milieu rural, il y a beaucoup de femmes que vous verrez en train de travailler. Seulement que les terres qu'elles travaillent ne leur appartiennent souvent pas. C'est vrai. C'est juste pour les rincer et pour que ça fasse le trajet aussi en meilleure forme. Tu peux m'aider avec ça, s'il te plaît? Marlène attache beaucoup de soin aux finitions. Tout doit être joli et bien présenté. Des paniers frais, beaux et livrés personnellement à domicile, du jamais vu au Bénin. Marlène ne compte encore qu'une trentaine de clients réguliers abonnés à ce service. Mais ce n'est qu'un début. Ce que j'ai fait en 3 ans, c'est quand même impressionnant pour beaucoup de personnes. Parce que j'étais une fille vraiment de la ville. Quand on était enfant ou plus jeune, je n'aimais pas venir à la ferme parce que quand on venait à la ferme avec les parents, c'était travaux maïs et le maïs, ça grattait. Enfin, tout ça, c'est pas mon monde du tout. L'une des choses que je tiens à prouver aujourd'hui, c'est que je peux vivre de ça et je veux vivre de ça uniquement. Je prends le panier, Marlène? Oui. Ses clients font encore partie des classes aisées, même si son rêve reste de nourrir toute la population en produits bio. Bon, bah là, ça va. Guillaume est québécois, mais aussi son client le plus fidèle.
Depuis 2 ans, Marlène lui livre chaque semaine un panier bio avec les produits du moment. Vous avez un petit accent. Non, moi je croyais avoir pris l'accent béninois. Ah oui, bah si, c'est peut-être moi qui l'ai mal reconnu. Et pourquoi vous achetez chez elle? Les produits sont bio, et puis bon, voilà, c'est livré avec le sourire. Oui, c'est ça. On a visité la ferme aussi. Hein. Ah ouais. Ça fait la différence. C'est agréable, c'est un bel endroit. On voit que les gens travaillent dans des conditions qui ont l'air agréables. Ouais. Ça, c'est quoi? Du piment? Non, la pâte de tomate. Pâte de tomate. J'ai mis du manioc aussi aujourd'hui. Ça, c'est un des trucs qui est cool, c'est que c'est pas toujours la même chose qui est à l'intérieur. Ça nous force à nous adapter, à être un peu plus créatifs, à sortir des menus traditionnels qu'on ferait à chaque semaine. Ouais. Salut Marlène, à bientôt. Merci Guillaume. Bonne continuation. Au revoir. Merci Marlène. Merci. Bonne fin de journée. Bye. Les paniers personnalisés de Marlène, c'est la garantie de consommer des produits de qualité, que toutes les bourses ne peuvent malheureusement pas encore s'offrir. Mais alors, que consomment vraiment les habitants? Que vend-on sur les marchés? Je me rends dans une coopérative maraîchère qui approvisionne tous les points de vente de la ville. Ce jardin potager urbain existe depuis les années 80. Particuliers et grossistes viennent directement s'approvisionner ici. Fais attention pour pas marcher sur les laitues. Bonjour. Sylvestre est l'un des producteurs. Ça va? Ça va très bien. Ouais, alors ici c'est quand même assez grand, hein. J'ai vu en arrivant, il y a combien d'hectares? 3,5 hectares. Oui, c'est pas mal. Et vous cultivez quoi? Le vernonia, oui. La laitue, le chou, un peu de tout. Ça nous sert à nourrir nos enfants, bien sûr, notre femme, la famille. C'est du sérieux. Au sein de la coopérative, les producteurs doivent respecter certaines règles phytosanitaires. Il ne faut pas traiter les feuilles avec du n'importe quel produit. D'accord. Les produits distingués, homologués par l'État. Ah oui. Aujourd'hui, maintenant, le bio est exigé. Ah, le bio est exigé? Oui, c'est exigé. Par l'État? Oui, c'est exigé. Donc ici, toute la production est bio? Majoritairement est bio. Majoritairement, d'accord. Oui. Qui c'est qui vient s'approvisionner ici? Les bonnes dames. Ah oui? Du marché? Du marché. Elles réclament, elles, des produits bio ou pas du tout? Oui, elles réclament. Elles réclament. Parce que les clients leur réclament aussi? Oui. Les restaurants, oui. Les bars VIP, les hôtels. Ah oui? Ah oui. Ah oui, donc tout le monde est en train quand même de passer à la culture du bio. Oui. Là-bas, c'est les pépinières qui sont là-bas. Mais du coup, ça détruit tout? Depuis quelques années, les recommandations en faveur d'engrais naturels se font plus récurrentes. C'est ça l'engrais organique. Ouais, c'est un mélange de excréments de volaille. Ouais, mélangé avec le copeau. Oui, ça nourrit la terre. Oui, ça nourrit la terre, vraiment. Quand tu donnes ça, toi aussi, vraiment, tu es fier. Ouais. Tu es fier de ton travail. Et qui c'est qui vous a appris à le faire, ça, alors, ce mélange-là? Une formation. Ça, là, c'est très important pour le maraîcher. OK. Sans ça, là, il n'y a pas le maraîchage. L'idée semble faire du chemin dans les mentalités, même si la production 100% bio est encore loin d'être généralisée. Pour preuve, selon le collectif Stop Pesticides, 1 milliard de francs CFA de subventions ont été alloués en faveur de l'importation d'engrais chimiques pour les fruits et légumes en avril 2018. Mais des solutions innovantes existent désormais. J'ai rendez-vous dans le village de Ninzita, à 2 heures de Cotonou, avec un jeune chef d'entreprise. Il fabrique des engrais et pesticides 100% naturels. Ce matin, Gildas a quitté son bureau pour le terrain. Il vient régulièrement s'approvisionner dans ce village. Ces femmes qu'il a lui-même formées lui fournissent la précieuse matière première sans laquelle aucun de ses produits n'existerait.
Et quel accueil! Dans le village, c'est la solidarité, c'est la joie et c'est comme ça. Ah oui, mais là, il y a une énergie, un enthousiasme. Moi, ça me donnait presque envie de danser. Vraiment, moi-même, là, je suis souvent tentée. Hein. Et alors, toutes ces femmes, vous les connaissez depuis longtemps? Mais ça fait 3 ans seulement qu'on a commencé avec les dames qui sont ici. Nous travaillons avec les femmes rurales. D'accord. Pour lutter contre l'exode rural, Gildas a déjà formé 1200 femmes à la collecte des graines de Nîmes dans plusieurs localités du pays. Pas besoin de les décrocher, les graines tombent toutes seules des arbres. C'est un arbre qu'on trouve partout? Partout au Bénin. On appelle ça l'arbre de Nîmes. Ok. Autrement dit, c'est le magousier. Parce que c'est un arbre d'origine asiatique. On trouve ça au Togo, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Ok. Je peux regarder de plus près? Ça, c'est les graines. Donc quand elle ramasse là, elle enlève les pulpes. D'accord. Elle l'enlève déjà au ramassage? Oui, au ramassage. Ok. Voilà. Donc c'est à base de cette graine que nous fabriquons tout ce que nous faisons. Okay. Que ce soit les engrais biologiques, que ce soit les biopesticides, c'est avec cette graine-là. D'accord. Et donc elle a des usages incalculables. Ailleurs, on l'appelle même l'arbre magique. C'est vrai? C'est magnifique. Ça a trop de vertus. Ces graines tombées de l'arbre, c'est un peu comme un cadeau tombé du ciel pour ces femmes. Gildas leur achète régulièrement leur stock pour fabriquer ces biopesticides. Là, par exemple, quand vous venez dans un village comme ça, vous achetez combien de matières premières? En une journée, on peut prendre 1 tonne, on peut prendre 2 tonnes. Ça dépend des villages. Ok. Et donc, est-ce que c'est indiscret de vous demander combien vous leur achetez la marchandise? Non, ce n'est pas indiscret. Sinon, ça varie. 125 jusqu'à 200 francs le kilo. Le kilo. Okay. 1 tonne de graines par jour, c'est 200 000 francs CFA à se répartir entre elles. Une coquette somme. Mais là, je vois que des femmes, mais ils sont où les hommes? Et chacune donc peut subvenir aux besoins de sa famille. C'est 56,5 kg. Cette fois-ci, Gildas ne repartira qu'avec une centaine de kilos. Les graines sont ensuite acheminées jusqu'à l'usine de Biophyto, à une 60aine de kilomètres du village. Fils d'agriculteur, Gildas a développé lui-même toutes les formulations de ses produits. Mais quelle est donc sa recette de fabrication? Dernier nettoyage pour les graines, avant d'être broyées dans cette machine. La solution extraite sert à produire l'huile de Nîmes. Elle est ensuite filtrée. Aucun autre produit n'est rajouté. Vous voyez ça maintenant là? On consomme, hein? Ce n'est pas un truc dangereux, hein? Vous voyez? Ah oui! Ah, c'est bien, ça guérit, c'est très bien. Hein? Je peux? Oui, mais c'est amer. Oui, mais je teste. C'est amer. C'est amer. Ah oui, c'est amer, dis donc. Mais c'est thérapeutique. Ça guérit le paludisme, la fièvre pour les enfants et tous les problèmes de peau là, les boutons, les gales, ça marche très bien. Médicament naturel. Oui, naturel. Non, nos parents savent ça. L'huile de Nîmes permet également de lutter efficacement contre les nuisibles. Et les résidus, à quoi servent-ils? Ça fait quoi? C'est une pâte en fait? C'est une pâte. Ça ressemble à de l'écorce un peu de noix de coco, vous savez? Très bien. Donc c'est un mélange de l'amande et de la coque. Avec ça, vous faites quoi? C'est ça qui fabrique les engrais. Et on l'utilise directement dans la fabrication du biopesticide. D'accord. Donc en fait, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On ne jette rien ici. Notre objectif, c'est d'installer des usines comme ça au plus proche des agriculteurs. La matière première est là. Il y a les agriculteurs qui sont là. Donc on peut avoir dans un pays 5 usines de production pour que ce soit vraiment abordable aux agriculteurs. La stratégie, c'est qu'on soit plus proche d'eux. Avec déjà 4000 clients, Gildas produit 10 tonnes d'engrais et 1000 litres de pesticides par jour dans ses 3 usines. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il vise désormais l'international. Notre
commercial ici. Nous avons le bureau de... Avant de créer Biophyto, Gildas a travaillé 10 ans pour le ministère de l'Agriculture. C'est une épreuve douloureuse qui déclenche sa reconversion. Je n'étais pas en phase avec moi-même. Il y avait une contradiction entre ma vocation et ce que je voulais voir. C'était ma passion depuis mon enfance, l'agriculture. C'est en travaillant aux côtés des agriculteurs que j'ai été vraiment témoin de leurs difficultés face aux pesticides chimiques. Vous voyez, je me souviens en 2008, il y a toute une famille décimée après avoir consommé un repas qui contenait des pesticides. Du coup, je ne pouvais plus attendre voir. Et 7 ans plus tard, les agriculteurs en redemandent. Marc est producteur d'ananas et passe tous les 15 jours à la boutique. Je vais prendre 2 sacs de bio petit et un sac d'agro bio. Ça fait 30 000 francs. Oh oui. Et alors, pourquoi vous venez acheter cet engrais-là plutôt qu'un autre? Oh non, en fait, moi, j'avais eu à utiliser des engrais chimiques. Oui. Mais il y a eu une diminution nette du rendement. Et ça, je vous assure, il y a eu une nette amélioration. Et alors, en termes de prix, est-ce qu'il y a une différence? Une nette différence. Par exemple, moi, je prends le sac de 50 kg à 10 000 francs. Oui. Par contre, les engrais chimiques, je vous assure, quelquefois à 15 000 à 16 000 francs. Et ça moins de coût d'abord. Et ça répond à mes critères. Donc, pour faire consommer Made in Benin. Pour fabriquer Made in Benin et demeurer compétitifs, les entrepreneurs agricoles doivent constamment innover. Je retrouve Tanguy, le fondateur de l'Agro-Bootcamp, en ville. Il a fait le choix de faire produire localement. Ce matin, il vient récupérer des outils chez son artisan. Mais pas n'importe lesquels. Des outils respectueux des sols, comme le préconise l'agroécologie. Ça va bien? Ça va bien? Bonjour. Bonjour. Bon, tu es encore sur mes outils là? Oui. On va vérifier. Tanguy travaille depuis 2 ans avec ce soudeur local. Fabriquer ses outils en Afrique, c'est aussi être chaque jour plus autonome. Ok, je pense que c'est super bon. À chaque fois, pour n'importe quel outil, on montre le modèle et puis on leur dit, on a tel outil, est-ce que vous pouvez faire cela? Nous, on ne sait pas souder, c'est eux les maîtres de la soudure. Mais nous, on sait comment utiliser nos outils, nous connaissons les outils qu'on a besoin. Et ça, avant, tu l'achetais en Europe? Oui, ça, en général, avant, on achetait en Europe, on commandait en Europe. Ça nous a coûté 90 €, le moins cher. Mais ici, déjà, vous pouvez l'avoir à moitié prix déjà. D'accord. Et voilà, c'est une très belle économie déjà. Ça, c'est petite binette. Ça, on achetait en Europe ou bien dans les supermarchés, mais aujourd'hui, avec ces artisans-là, c'est encore plus solide. Parce qu'ici, ils mettent une bonne qualité de fer. Là, ça, c'est la fouche. Une très grande fouche. Ça permet d'arrayer les choses. Et puis ça permet aussi de tracer les lignes au cas où vous voulez s'aimer. Bon, il est vraiment très pratique. Le costaud, l'idée c'est de faire des outils qui soient durables. Pas des outils de 2-3 jours, mais des outils qui vont faire peut-être 3 ans, 4 ans avec toi. Donc c'est un peu cela. Okay. Maintenant, pour savoir s'il a bien réussi ou pas, on va tester dans la ferme. Et une fois qu'on va tester, on lui dira si c'est bon ou pas. Okay. Voilà. Ça vous a pris combien de temps là, pour faire tous ces outils? Au moins 10 jours, 15 jours pour faire tout ça. Et Tanguy, c'est un bon client? Oui, c'est un bon client. un bon ami aussi. Il vient souvent? Oui, très souvent. Je suis très content de faire ça. Une collaboration positive pour les 2 hommes. Cet artisan sait fabriquer des outils qu'il peut désormais revendre à d'autres agriculteurs. Merci beaucoup. On s'appelle. À la prochaine. On ramène tout ça du coup à Tori. Oui, on va tout ça à Tori. Tanguy, lui, a des outils sur mesure, à moindre coût. Ok, à la prochaine. Sur la ferme de Tori, les apprentis fermiers enchaînent les cours et les ateliers pratiques. Rassemblement, tout le monde! Ok, bon, les amis, nous avons commencé l'atelier. On va planter du mukuna. Donc, ici, j'ai ramené des outils. Donc, nous allons faire des binômes. Et chaque binôme aura une binette. Nos super binettes de ce matin. Ce matin, c'est ça. Toute neuve. Le mukuna, c'est un herbicide naturel de la famille des haricots.
Allô, Pathé. Nous creusons des trous avec les binettes pour y planter les graines de mukuna. Tapez bien, tapez un coup. En plus de désherber, le mukuna enrichit le sol et protège contre l'érosion. Que des avantages pour la terre. Ça pousse en combien de temps? Normalement, autour de 7 jours. 5 jours maximum. 5 jours, ouais. Allez, va ici. Dans ce champ, Tanguy prévoit d'accroître encore sa production de fruits et légumes. Mais je me pose une question. Comment peut-on être propriétaire d'autant de terre lorsqu'on est jeune entrepreneur? La terre ne nous appartient pas. La terre appartient à une famille qui a fait une mise à disposition. Voilà, donc en échange d'apporter quelques fruits et légumes. Et c'est comme ça pour toutes tes fermes? Pour nous, nous avons 5 fermes au Saint-Jardin de l'Espoir. Nous avons une seule ferme qui nous appartient pour le moment, que nous avons acheté. Les autres fermes, c'est des mises à disposition. Nous n'avons pas les moyens, nous jeunes n'avons pas les moyens. Donc c'est une problématique. Donc c'est pour ça que nous travaillons pour les mois, les années à venir, à avoir les terres qui nous soient propres. L'idée, c'est qu'on puisse avoir 10 ans sans jardin de l'Espoir. 100 jardin, ouais. C'est un bel objectif. Que ce soit du Bénin, moi, dans toute l'Afrique, ouais, la terre, quand même, est le premier bien. Donc, du coup, il y a quand même beaucoup de spéculations. Comment on fait ici, déjà? Comme ça. Je vous ai vu faire. Comme ça. Ça. Voilà. Et on va... Super. Une fois agriculteur, reste encore à être propriétaire de ses terres. L'accès au foncier peut être un vrai parcours du combattant pour les jeunes entrepreneurs agricoles. Je me rends à Cotonou dans une agence immobilière pour mieux comprendre. En ville, les agences fleurissent à chaque coin de rue. On en dénombrerait plus de 1000. Pas toutes fiables, malheureusement. 70% des litiges judiciaires recensés dans le pays concerneraient le foncier. Mais une agence fait la différence. Africa Immo Bénin, les experts du foncier sécurisé. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le directeur commercial. Et vous? Oui, ça va très bien. Ravi de vous rencontrer. Merci. Comme tous les jours, Joseph reçoit de nouveaux clients, soucieux d'être en règle avec la législation foncière. Pour les formalités d'obtention du titre de propriété. Cette femme vient pour ses parents. Ils détiennent une parcelle, mais n'ont jamais eu de titre de propriété. On doit soumettre ça à notre géomètre pour qu'il puisse aller sur le terrain pour voir si c'est conforme. Le plus souvent aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on voit qu'il y a asymétrie d'informations. Donc, du coup, il faut reprendre. On ira maintenant vérifier ces reçus-là auprès de l'administration locale. Une fois que cela s'est réuni maintenant, on soumet le dossier à notre notaire pour évoluer dans la démarche pour le titre foncier. Aujourd'hui encore, 90% des terres d'Afrique subsaharienne ne font pas l'objet d'une inscription au cadastre. Un fléau dans de nombreux pays. Obtenir un titre de propriété, c'est important? Oui, très important. On ne peut pas être présumé propriétaire. Quand on dit propriétaire terrien, c'est que tu as un titre de propriété. Bon, nos parents pensent, avec la transaction qu'ils ont eu à faire avec le propriétaire terrien, que ça c'est suffisant. Ouais, c'est une vieille parcelle. Donc c'est là qu'il m'a expliqué maintenant les papiers qui manquent pour qu'on puisse obtenir le titre de propriété. Bon. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. L'autre particularité d'Africa Immo, c'est leur vision pour les jeunes entrepreneurs. Et nous faisons autrement l'immobilier ici. Et nous avons la facilité de faire acquérir les parcelles et les domaines aux jeunes pour s'expérimenter dans le domaine agricole. On les accompagne en leur permettant, n'est-ce pas, d'acheter à crédit. On ne fait pas de prêt d'argent. D'accord. Voilà. Mais on leur permet, n'est-ce pas, d'avoir accès aux fonciers pour pouvoir exercer leurs activités. Et une fois qu'ils commencent à le faire, on peut attendre première récolte, deuxième récolte pour qu'ils puissent commencer à venir, n'est-ce pas, sortir le reste. Parce que c'est notre manière de les aider, de les encourager. Ouais. Alors c'est presque plus de la philanthropie. Et c'est ça même qui nous a motivés, n'est-ce pas, à asseoir cette entreprise. Parce que le problème se fait sentir. Des gens ont des milliers d'hectares qui ne sont pas exploités. Par contre, il y a des paysans, des jeunes,
qui veulent exploiter. Donc, il faut quelqu'un qui sert d'intermédiaire, n'est-ce pas, pour négocier, quitte à ce que les gens puissent avoir accès à ces domaines. Valoriser les jeunes et l'agriculture, une petite révolution dans le secteur immobilier africain. Plus largement, si l'on en croit les statistiques, les marchés de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Afrique pourraient dépasser 1000 milliards de dollars à l'horizon 2030. Certains avaient déjà pressenti ce retour à la terre bien avant les autres. Une école élémentaire alternative enseigne l'agroécologie depuis déjà 20 ans. Ecolodja se trouve en plein cœur d'une nature luxuriante, à 50 km de Cotonou. L'école est tenue par un couple d'Antillais atypiques, père et mère Dja. En 1997, ils ont entrepris un voyage retour sur la terre de leurs ancêtres depuis la Guadeloupe, pour y construire cette école d'un autre genre. Bonjour. Bonjour Mère Dja. Je vous salue. Enchantée. Chez nous. Ah oui, comment on fait ici? Ça, à Santé Tedja. À Santé Tedja. Et bonne arrivée. Merci beaucoup. De vous voir. Offrir le droit à l'éducation aux enfants des milieux défavorisés du secteur rural, c'est la mission des Dja. La force, c'est que l'école est intégrée à la nature. Parce que pour nous, l'école, sa première mission serait de nous apprendre à vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec la nature, avec son prochain. L'Afrique est riche de la nature. Mais avec la vision qu'on donne tout le temps, c'est que tout doit se passer dans les villes. Les enfants, au début, si tu leur demandais qu'est-ce que fait ton père, ils disaient « il n'est que paysan », comme si c'était un Il y avait un moindre. peu une gêne. Déjà, Ouais. vous voyez ? Et ça, on a vraiment travaillé à renverser cela, à leur faire prendre conscience que le paysan est le bienfaiteur de l'humanité. On mange tous les jours, nous tous. 60 enfants, issus des zones rurales alentours, sont répartis en 3 classes, du CI au CM2, et bénéficient d'une scolarité gratuite, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale. Et ici, vous respectez le programme béninois, auquel vous ajoutez quelques Des matières complémentaires. Absolument, ils apprennent l'histoire panafricaine parce qu'ils doivent savoir que l'Afrique a vraiment apporté une contribution considérable au patrimoine de l'humanité. Et ça, ce n'est pas dans les livres. On ne le dit pas. Et je me dis, c'est dès la maternelle, dès l'enfance, qu'on doit redonner confiance à l'être en lui-même, savoir que les humains sont à égalité. Ici, les enfants reçoivent un enseignement en agroécologie, artisanat utilitaire et histoire panafricaine pendant toute leur scolarité. Bon, surtout, ce qui intéresse Anna, c'est ce qui est différent chez nous des autres écoles. Hein? Par exemple, elle voudrait savoir, mais c'est quoi l'agroécologie? L'agroécologie est l'agriculture naturelle. Super. Et le panafricanisme, du coup, est-ce qu'il y a des héros africains que vous connaissez? Là. Oui, toi. Tonton Thomas Sankara. Thomas Sankara, oui. Malcolm S. Ouais. Martin Luther King. Très bien. Aboubakari de Anti Rosa Parks. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, tous ces hommes, par exemple Thomas Sankara? Parce qu'ils ont lutté pour la cause noire. Ils ont lutté pour la cause noire. Et donc ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas dans le programme béninois? Non, ça c'est le programme d'Ecolodja. Ok. Trois fois par semaine, les enfants ont cours dans le jardin. Ce matin, c'est au tour des CM1, CM2. Alors je disais donc que nous sommes en cours d'agroécologie. L'agroécologie, donc, c'est tout un retour au naturel des enfants. Donc, voilà pourquoi ici, aujourd'hui, on ne se sert que des choses naturelles. On va préparer des bacs et on va mettre tout en pré-pépinière. Les activités pratiques sont adaptées en fonction de l'âge des enfants.
Pour les grands, ce sera plantation de piments. Les cahiers ici, ce sont des bacs de terre. Ils les remplissent d'abord de paille et de compost pour enrichir la terre. Les enfants doivent y apporter le même soin qu'à leurs copies en salle de classe. C'est là, il faut faire naître la vie dans la terre. Là. Les bacs sont ensuite arrosés. On va le 2 doigts là comme ça. Ça qu'on va verser de l'eau, l'eau va venir dormir là. Et ça va être bien pour eux, d'accord? Voilà. Puis les plants de piment transplantés. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais? Parce que moi, j'ai jamais planté ça. Comme ça. Avec 2 mains. Ah, les 2 mains. Je peux essayer? Oui. Donc ça, je mets là? Oui. Comme ça à l'intérieur. Et après, je pince? Oui. Comme ça? Oui. Et après, c'est tout? Oui. Ok. Bon, si ça pousse, vous me direz. Hein. Si j'ai bien travaillé. Ils sont conscients que ce qu'ils ont planté eux-mêmes, voilà, c'est ce qui va les nourrir ensuite, ouais, et qui va renourrir la terre. Voilà, exactement. C'est ça le concept. Okay. Hein, c'est une agriculture intégrée et cyclique et autonome où on emprunte, hein, mais disons, nous régénérons beaucoup. Pour les CE1, c'est leur première récolte de tomates de l'année. Et c'est à celui qui en ramassera le plus. Attention, vous marchez. Hey, il y a un poussé. Est-ce que c'est important que les enfants, dès le plus jeune âge, ils puissent avoir les mains vraiment dans la terre et qu'ils touchent à la terre qui est la leur? Mais bien sûr, ils sont éveillés, ils s'épanouissent et alors ils apprennent facilement. Et aux examens, pourtant qui sont des examens nationaux, ils réussissent. Est-ce que vous pensez que l'agriculture, aujourd'hui, peut empêcher l'exode de nombreux Africains vers l'Europe? C'est possible parce que l'agroécologie, c'est aussi une autre approche de la vie et du rapport à l'argent. Et ça me renvoie aussi à une parole de Thomas Sankara et qui a dit « La question est de savoir si nous voulons le champagne pour quelques-uns ou l'eau potable pour tous. » Si on répond l'eau potable pour tous, notre jeunesse trouvera des emplois chez nous, dans l'agriculture, parce que c'est la fondation. Et pour bâtir un édifice solide, il faut une fondation. Aujourd'hui, tous les moyens sont réunis pour que l'Afrique devienne le premier grenier du monde. J'ai rencontré des acteurs inspirants qui s'attachent à rendre au secteur primaire ses lettres de noblesse et réinventent chaque jour les modèles agricoles. Dans 30 ans, le continent comptera 2 milliards d'habitants. Il y a donc urgence à trouver des solutions durables pour l'avenir. Des exploitations à taille humaine, moins de produits chimiques, des systèmes intégrés où l'individu et la terre seront valorisés. Encore faut-il que les États s'engagent concrètement pour accompagner cette tendance vers une Afrique autosuffisante. En attendant, la nouvelle génération, elle, est prête.